dans la causerie, Olali, la causerie ce matin, nous allons parler de quelque chose de nécessaire, c'est-à-dire l'eau potable surtout, mais en milieu rural. C'est vrai qu'il y a des zones au Bénin où parler de l'eau, c'est simplement parler de l'eau. Penser à la qualité de l'eau, ça c'est un luxe. On va aborder le sujet, on va faire l'état des lieux, on va aussi, pourquoi pas, aborder l'ambition du gouvernement de quand même donner de l'eau à tous les Béninois, mais surtout l'eau potable. Et pour ça, vous présentez ceux avec qui nous allons faire le débat. Nous avons Firmin Sossou, il est journaliste. Bonjour. Bonjour Lali. Alors, juste en face de vous, nous avons également Eli Adjiran, il est journaliste ici à ETélé. Bonjour. Bonjour, merci. Eli, on démarre par vous notamment l'état des lieux en matière de l'eau potable en milieu rural. Vous en savez quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Merci Latifou. Quand on parle de l'eau potable en milieu rural, moi, ça, personnellement, j'ai quelques pincements au cœur. Parce que je me dis, pour parler de l'état des lieux, il faut partir de l'existant. Il faut partir d'abord de ce qui a été déjà fait de façon antérieure, reconnaître déjà les difficultés auxquelles sont soumises les populations à la base, et déjà la volonté donc des gouvernants à pouvoir donc pallier à cette situation. Alors vous savez, depuis longtemps, je crois que quand vous quittez, vous prenez la voie d'Inter-État Cotonou-Parakou et vous traversez, comme on appelle, la ville de Glazoué, en l'occurrence qui est très proche de la voie, je crois que par le passé, vous êtes surpris. Vous vous demandez qu'est-ce qui se passe au niveau donc de cette société, cette usine. C'est à croire que les gens sont en train de vouloir vendre de l'huile au bord du marché. Mais malheureusement, c'est de l'eau que les gens recherchent. Alors que qui parle de l'eau, parle de la vie. Nul ne peut vivre sans l'eau. Et vous savez, ce n'est pas un peu ce que nous vivons ici dans la zone méridionale. Dans le nord Bénin en particulier, à partir donc du centre, c'est une zone très difficile d'accès à l'eau potable. Alors que l'eau représente une source très indispensable pour la vie. Donc pour ma part, lorsqu'on parle de l'état des lieux, je me dis que ce n'est véritablement pas ce que nous attendons. Mais déjà par le gouvernement de fin, nous avons compris déjà que plusieurs ambitions étaient déjà nourries pour déjà pallier à cette situation à travers des programmes, des projets, etc., mais qui n'ont pas connu de succès malheureusement. Vous savez, nous avons été surpris dans ce pays que, de par l'apport des PTF, des partenaires techniques et financiers, il y avait des milliards qui ont été donc engloutis dans ce secteur-là. On va revenir à ça, on va revenir à ces projets multiples, mais parfois pas synthétisés, pas organisés, on va y revenir. Mais avant, oui, l'avis de Firmin sur l'état des lieux. Sans doute, lui aussi, il a parcouru quelques villages, quelques petites villes. On va le suivre. Il faut avouer que la République du Bénin a retenu l'accès à l'eau comme l'une des priorités de stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. Et le gouvernement, la République du Bénin, du moins, a adhéré aux objectifs du millénaire pour le développement. Et de 2005 à 2015, une stratégie, un document de stratégie a été élaboré par le gouvernement défunt et mise en œuvre dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement. Patrice Talon, le président Patrice Talon, en accédant au pouvoir, avant d'avoir le pouvoir même, a élaboré dans son projet de société ce qu'il faut en approvisionnement en eau potable. Son projet de société, dès sa prise du pouvoir, a été traduit en programme d'action. Et en 2017, il a été élaboré le document de stratégie d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et actuellement, nous assistons à la mise en œuvre de cette stratégie. Cette stratégie prévoit le rôle de chaque acteur au niveau étatique, au niveau des communes, pour ne pas dire des collectivités locales, et tous les acteurs ont un rôle à jouer. Ça, c'est dans le déroulement, en fait, du programme, hein, du projet du gouvernement en place. Justement, mais précisons que de 2017 à 2030, il est prévu pour être en harmonie avec les objectifs de développement durable, parce que désormais, on parle des objectifs de développement durable et non de OMD. Donc, ODD, après, oui, ODD. Donc, après l'évaluation post-2015, on s'inscrit désormais dans la dynamique d'approvisionnement eau pour tous. Donc, c'est dans cette dynamique qu'évolue le gouvernement actuel. Et
par le passé, on a constaté que beaucoup d'efforts ont été faits, seulement que cela restait insuffisant. Parce qu'au constat, c'est que 50% de la population manque encore d'eau. Et surtout au niveau rural, je ne pense pas que, on va dire, 15% est d'eau potable surtout. Oui, on constate qu'il y a une rareté des points d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et quand vous n'avez pas l'eau, c'est que vous n'avez rien. Vous ne pouvez rien faire. C'est vrai qu'il y a à certains moments, à certaines périodes de l'année, Olali, ces images-là, parfois, qui nous viennent du centre, où des dizaines de femmes, effectivement, sont à la recherche des gouttes d'eau. Aussi, dans le nord, pas mal de coins sont confrontés à la même situation. Effectivement, à des moments donnés, on s'interroge sur vraiment notre niveau, on va dire, de développement. Oui, nous parlons de milieu rural, mais il faut observer déjà que quand il s'agit d'approvisionnement en eau potable, on peut être même en milieu périurbain et avoir ces problèmes. À Calavi, par exemple, où l'eau quitte pour venir à Cotonou en milieu urbain, les gens manquent cruellement d'eau. Vous savez que dans certaines localités de Calavi, pour trouver de l'eau potable, c'est difficile. Quand on évolue vers la partie septentrionale du pays, on constate avec acuité la réalité de l'eau, ce qui constitue aujourd'hui vraiment un problème. Et c'est là le gouvernement doit agir. Mais ce gouvernement, avouons-le, a compris très tôt qu'il faut engager des actions. Donc, il fait de l'approvisionnement en eau potable, l'accès à l'eau potable une priorité. Alors, avant de revenir au programme du gouvernement, à sa démarche, il y a que, Elie, vous commenciez par parler donc de la provision de ce nombre incalculé de projets, de programmes, que ce soit au niveau donc des organismes nationaux ou internationaux. Il y a pas mal, effectivement, d'actions. Vous commenciez par en parler. Exactement, comme je le disais en amont, puisqu'on était toujours au niveau de l'État, des lieux. On y est toujours d'ailleurs. Exactement. Vous savez, lorsqu'on parle déjà donc du constat, comme je le notifiais à l'entame, c'est qu'au fait, la majeure partie des programmes qui ont été donc initiés, notamment les PPA1, PPA2 et j'en passe, où déjà des milliards ont été engloutis, n'ont pas pu sortir la population à la base de cette situation difficile. Et je crois qu'en réalité, c'est pour pallier à cette situation que déjà, en tant que candidat, le président Patrice Talon émettait déjà le vœu de pouvoir corriger cette situation. Parce qu'il a compris que plusieurs programmes pouvaient donc en découler, simplement en ayant accès à l'eau potable de qualité. De quoi il s'agit? Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de la mécanisation agricole. On ne peut pas parler de la suivi. On ne peut pas parler du changement en réalité économique sans pour autant reconnaître l'essentiel qui est dit à la base en matière d'eau potable. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui nos 77 communes, aujourd'hui au Bénin, un programme a été élaboré, comme le disait déjà à l'entame mon confrère, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend pas déjà des OMD jusqu'au niveau des ODD, c'est une ambition prospective. Mais déjà, la démarche méthodologique adoptée déjà par le gouvernement actuel est beaucoup plus adéquate. Elle est plus adaptée parce qu'on a compris que lorsque nous confions en la plupart de la gestion c'est-à-dire tous les programmes ou les projets d'État financés déjà par les partenaires techniques financiers, aux administratifs, c'est-à-dire aux gens de l'administration, pardon, on n'a toujours pas compris le biais de la gestion du bien public. Du coup, on se dit qu'en réalité, c'est une opportunité, il y a une forme de gabégie, il y a une forme de détournement, ce n'est pas ça, on est en train de dénoncer ici, mais il faut reconnaître déjà que les vrais bénéficiaires qui sont à la base souffrent. Et aujourd'hui, déjà que l'un des aspects phares développés par le gouvernement de la rupture, c'est déjà d'intégrer les 3 PP. Il y a le partenariat public-privé qui consiste déjà en réalité à pouvoir permettre, c'est-à-dire à des opérateurs économiques aussi bien nationaux qu'internationaux, ayant les moyens, les dispositifs de qualité, à pouvoir en réalité enclencher un processus d'accès. Et aujourd'hui, les impacts sont clairs. Si vous allez aujourd'hui dans beaucoup d'agglomérations aujourd'hui à partir de la zone et du centre Bénin jusqu'à la zone septentrionale, vous verrez déjà en réalité qu'il y a déjà des forages à motricité humaine qui sont déjà érigés et déjà de façon concrète, mais sans applaudissements. Il n'est pas question de faire de la propagande sur les acquis. C'est déjà un droit pour soi. Avoir de l'eau, ce n'est pas négociable. On ne peut pas entrevoir un développement, un réel,
sans pouvoir donner l'essentiel à la base, à la population. Je crois qu'en réalité, qu'aujourd'hui, qu'à partir de tous ces acquis, on pourrait se dire qu'un grand effort est fait dans ce domaine pour essayer donc de pallier à cette situation. Mieux, lorsque je parlais tantôt des questions du développement que nous avons pu obtenir à partir donc, de ce gouvernement, on a compris aussi que, par exemple, sur les 77 communes, 114 aujourd'hui, plus ou moins, sont déjà en réalité couvertes par cet accès à l'eau potable. Donc je me dis que ça vient pallier aussi à certains problèmes d'ordre sanitaire. Vous comprenez un peu que quand vous allez dans d'autres zones, il y a la question de la sécurité alimentaire qui se pose. Quand déjà vous allez voir des gens qui prennent de l'eau, en réalité dans les marigots, comme s'ils sont des animaux qui sont en train de s'abreuver auprès des oasis, c'est vraiment déplorable. Donc je crois que la question de la qualité, de la bonne santé physique et mentale des citoyens, et aussi bien de la population en général, passera forcément par cette condition-là. Et c'est déjà un effort que je salue. Et déjà, par le même, je crois qu'on n'a pas pu voir encore jusqu'à présent, avec le nouveau dispositif mis en place, j'en doute très fort. Ce n'est pas en réalité absurde, mais j'en doute très fort qu'on revienne en réalité noter des cas donc, de détournement comme on l'use. Parce que même les opérateurs économiques qui gagnent généralement aujourd'hui ces marchés contribuent déjà à plus de 53% déjà dans la réalisation de ces mises en œuvre. Du coup, ils sont concernés. Ils sont concernés. Du coup, on ne peut pas percevoir, ou du moins on ne peut pas espérer que déjà de cela ressorte en réalité une forme de gestion, de mauvaise gestion. Donc je crois qu'en réalité que c'est la nouvelle dynamique à pouvoir insuffler pour pouvoir corriger ces problèmes. Et déjà, quand vous allez dans la zone du Glazo, moi j'ai pu fréquenter par exemple Dassa, et j'ai vu qu'aujourd'hui que déjà la souffrance de la population, déjà à partir de 4 h du matin, les gens ne dorment pas. Ils se réveillent pour aller déjà chercher de l'eau. Mais cette histoire est conjuguée au passé. C'est vrai que ce n'est pas encore définitif, mais il y a un effort considérable, très louable, qu'il faut saluer. Voilà. Quand on rentre encore dans la zone de Glazo, de Parakou, c'est vrai qu'on a parlé de Calavi tout à l'heure, mais vous savez, il y a certains problèmes géographiques qu'il faut reconnaître. Calavi fait partie de, je ne suis pas géographe, mais de par ma connaissance un peu de la zone géographique de notre pays, vous savez, quand on prend aujourd'hui certaines zones, la nappe phréatique qui nous donne accès à l'eau n'est pas toujours favorable à toutes les zones. Et je crois que des efforts, des recherches sont déjà consentis par des acteurs aussi bien universitaires que même des spécialistes en eau et au niveau du secteur de l'hydraulique pour essayer donc de pouvoir fournir des nouveaux mécanismes pouvant être adaptés à chaque zone selon les difficultés auxquelles on est assujetti. Dassa, Savalou, etc. Aujourd'hui, on sait que les collines sont là. Si on remonte aujourd'hui dans la zone également de Natitengu, pour montrer la montagne également constitue un obstacle à toutes ces zones-là. Donc, vous savez, la stratégie aujourd'hui adoptée, je crois que c'est pour l'instant la meilleure qui est en train d'être adoptée par le gouvernement actuel en initiant déjà, en donnant l'occasion aux opérateurs économiques, disposant du plateau technique adéquat, pouvoir donc, ça dit, s'essayer en la matière à pouvoir donc donner de l'eau nécessaire à la population. Voilà un peu ce que je puisse dire pour l'instant. Voilà, Firmin Sossou Eli, à le suivre dans son développement, il parle d'impact. Cela voudra dire que le gouvernement actuel a des acquis dans le domaine. Oui, le gouvernement actuel, il faut reconnaître qu'avant ce gouvernement, les autres gouvernements qui se sont succédés ont fait un effort. Maintenant, c'est que ce gouvernement a pris l'accès à l'eau potable comme une priorité. L'une des priorités phares et que beaucoup d'actions sont déjà menées. Et d'ici 2021, c'est-à-dire le gouvernement ambitionne de donner l'eau potable à toute la population. Et la manière dont la mise en œuvre se fait, j'ai dit ça rassure parce que c'est, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est avec un partenariat public-privé bien structuré et bien suivi par des commissions. Des commissions qui regroupent des personnalités du palais jusqu'aux collectivités locales. Donc je crois que ce que nous avons connu par le passé où il y a eu scandale de l'eau, on n'assistera pas à ça. Il faut avouer aussi que l'aménagement du territoire au Bénin ne favorise pas l'approvisionnement en eau parce que surtout dans certains milieux où il faut faire des raccordements, c'est difficile. C'est vrai, en milieu rural, on procède seulement à des forages et puis il y a des points d'eau où les populations viennent s'approvisionner, c'est plus facile. Je crois que ce qui se fait, c'est une phase pilote.
avec le partenariat public-privé, parce que si cela réussit, on pourrait élargir ça à des milieux périurbains et pourquoi pas urbains, et permettre à des opérateurs économiques de prendre ce marché et de bien gérer. Au Bénin, on a constaté que lorsque le privé prend en charge la gestion en partenariat avec le pouvoir public, la gestion d'une structure donnée, cela marche mieux. Est-ce que ça dit qu'il faut à tout moment prioriser cela en ce qui concerne notre développement? Nous devons prendre conscience et chacun à son niveau doit jouer son rôle. Mais déjà, c'est louable que le gouvernement associe les collectivités locales à cette démarche d'approvisionnement en eau potable, parce que toutes les 77 communes sont associées et doivent élaborer leur plan directeur suivant ce qui est prévu. Ce qui est aussi louable dans le document de stratégie d'approvisionnement en eau en milieu rural, c'est que le gouvernement prévoit ce qui sera fait à partir de 2017 selon le document jusqu'en 2030. Bien établi dans le document, c'est bien établi étape par étape. Maintenant, il revient à chaque gouvernement de tenir compte de ce qui a été fait. Il ne revient pas à un gouvernement de remettre en cause tout ce qui a été fait. Il adapte son plan d'action à ce qui est prévu pour évoluer. Donc, je crois que c'est des stratégies bien conçues et bien réfléchies. Cela nous permettra quand même d'être autonome en matière d'approvisionnement en eau. Avec l'eau, vous pouvez tout faire. Mais sans l'eau, vous ne pouvez rien faire. Les populations en souffrent de sa rareté dans certains milieux où on constate que pour avoir de l'eau potable, il faut parcourir des kilomètres. Alors, ça donne vraiment de la peine. Il y a quand même, entre autres choses initiées par le gouvernement actuel, on va dire, la mise en place de cette structure-là, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural, ANAEP-MER. Voilà, un sigle comme cela. Il m'a semblé, Elie, que le fait d'alléger la charge à la SONEB et aux structures étatiques quand même, avec une agence de plus, ça facilite les choses. Effectivement, vous savez, autant de difficultés subsistent dans ce secteur-là. Il était, pour ma part, c'est vrai que c'est déplorable, c'est avec pincement que je le dis, que tout ce qui est structure d'État soit toujours en réalité inefficace en matière de bonne gestion. Parce que vous savez, par exemple, quand on prend la question de la gestion de la SONEB, il est arrivé à des moments où nous avons des factures qui viennent tardivement, l'eau qui ne coule pas nécessairement. Je crois que peut-être le gouvernement a pris la mesure des faits et a voulu donc en réalité corriger ces imperfections. Cette agence, ce n'est pas pour dire qu'elle veut remettre en cause la compétence de la SONEB, mais je crois qu'elle serait une structure nouvelle qui serait chargée en réalité d'accompagner pour un suivi, pour une meilleure gestion en réalité. Parce que vous savez, on parle de la gestion, de la production, du transport et de la distribution de l'eau. Ça voudrait dire que c'est toute une chaîne en réalité, depuis le début jusqu'au niveau donc du bénéficiaire. Ça voudrait dire que c'est des acteurs clés qui interviennent à chaque étape donc du processus. Et là, cette agence, je crois qu'elle a pour prérogative spécifique. D'abord, elle fait partie en réalité des agences qui ont aussi des compétences nationales qu'internationales, qui sont déjà connues de par leurs expertises à l'international, qui pourraient déjà en réalité mettre en exécution ce moyen ou du moins cette dynamique ambitionnée déjà par le gouvernement pour une meilleure gestion donc de ce domaine-là. Parce que vous savez aujourd'hui, quand on parle donc de l'accès à l'eau en milieu rural, ça voudrait dire que c'est également beaucoup d'acteurs qui sont impliqués de façon directe. Vous savez, ça ne vient pas que pallier seulement au problème d'eau, ça vient aussi donner de l'essence à un emploi précaire, à des gens, à des individus, parce que vous savez, au niveau de la gestion de ces forages déjà initiés, c'est que c'est des représentants villageois qui sont déjà identifiés et qui peuvent assurer donc la gestion pour la question de la question donc du maintien, la maintenance de ces équipements sont déjà assurés. Maintenant, toutes ces activités-là doivent en réalité être raccordées à une agence de gestion. Parce qu'on ne peut pas finir d'installer un ouvrage de telle envergure et déjà en réalité l'abandonner
donné à la population. Comme c'était fait avant. Comme c'était fait, et puis il n'y a aucun suivi. Il y a quand même la question de suivi-évaluation qui se pose. Déjà, lorsqu'on installe déjà un ouvrage d'intérêt public, il faut assurer en réalité sa pérennisation. Et je crois que cette agence-là vient montrer qu'un fait soit peu, il doit avoir plus de suivi pour une meilleure gestion en réalité de ces biens publics-là. Je crois que c'est le rôle donc, de cette agence. Et déjà, même quand vous vous rappelez, le troisième conseil des ministres, déjà après l'an 2016, le gouvernement s'est déjà penché sur cette question-là, pour dire que déjà pour lui, en réponse donc à son appartenance aux instances internationales qui ambitionnent déjà donc au nombre des objectifs du développement durable d'ici 2030, il était indispensable pour tous en réalité de donner l'eau pour tous d'ici 2021. Donc le gouvernement s'est donné pour mission au cours de son mandat en 5 années de pouvoir au moins plus ou moins, même à défaut de ne le pas faire entièrement, au moins faire un grand effort pour ça. Et cela, déjà en 3 ans de gestion, je crois que l'impact est là. Je me dis qu'en fait, on ne peut pas rester à Cotonou pour comprendre de façon perceptible ce qui se passe sur le terrain. Mais déjà, lorsque vous faites un déplacement hors de Cotonou, pour rentrer déjà dans la zone septentrionale, les impacts sont, et la population même se réjouit aisément déjà de ces impacts. Parce que moi, pour avoir vécu un peu dans ces zones-là, déjà à l'époque où on disait déjà qu'un étudiant, bientôt l'approche des examens, c'est déjà un calvaire pour tous. C'est du martyr. On ne peut pas comprendre qu'on peut être déjà apprenant et ne pas avoir de l'eau, quitter déjà la maison à 4 heures et rentrer déjà à 6 heures du matin pour aller au cours. Donc c'est vraiment pénible. Donc cet effort-là, je crois que tous les acteurs ont été bien ficelés, bien identifiés, et déjà en réalité le corridor a été bien établi pour que véritablement la mise en exécution de ce projet soit véritablement une réalité pour tous. Et c'est là l'effort du gouvernement. Je le dis toujours, l'ambition qui consiste à unir, déjà à impliquer, il y a les acteurs, les opérateurs privés dans la gestion d'un bien public, a toujours porté ses fruits. Parce que déjà même la Banque mondiale, dans un de ses rapports, est-ce que vous allez un peu le lire, je ne me rappelle plus trop exactement, mais il stipule à une partie où il dit clairement qu'il faudrait qu'aujourd'hui, que ces partenaires-là contribuent à hauteur de 53% pour que véritablement la confiance donnée déjà par le partenaire technique financier puisse donc se renforcer et que dans la gestion. Donc je crois qu'aujourd'hui que l'opportunité est là et je crois que le gouvernement en a vite saisi cette opportunité pour véritablement rendre effective déjà cette ambition-là tant louable. C'est vrai que quand nous parlons des zones rurales, pour beaucoup peut-être ça paraît être des villages perdus dans la savane, mais 74 communes Firmin sont concernées. Alors ce n'est vraiment pas ce qui est dans notre imaginaire, ce ne sont pas les villages perdus dans nos imaginaires parfois caricaturales, mais c'est pratiquement à part 3 villes. Tout le reste en fait du territoire béninois. Quand je dis 3 villes, 3 communes, les communes à statut particulier, Porto-Novo, Cotonou et Parakou, ça fait sur les 77 communes, il ne reste que il reste pratiquement toutes les autres. Non, il faut préciser d'abord que dans les villes, il y a de gros villages. Déjà, oui. Dans ce que nous disons ville au Bénin. Oui, il y a de gros villages, il y a des endroits où on se retrouve pratiquement en milieu rural. Maintenant, 77 communes, il y a parmi les 77 communes, en dehors des villes à statut particulier, il y a d'autres villes qui regorgent des arrondissements considérés comme milieu rural qui sont vraiment distants de 10 à 15 km. Donc, il faut parcourir des kilomètres avant de rejoindre l'autre bout de l'arrondissement. Donc, dans ce cadre, un programme qui consiste à donner l'accès à l'eau potable à tout le monde doit être vraiment conçu et suivi de près. Et c'est ce qui se fait. Vous savez, le gouvernement, comme je le disais avant, a bien fait d'associer les vrais bénéficiaires, les collectivités locales à la gestion. Et parce que par le passé, qu'est-ce qu'on constatait? Il y avait des points d'eau qui sont érigés, mais pour remplacer une pièce défectueuse au niveau de la machine, on cotisait. À des moments donnés, ceux qui doivent, si c'est le chef quartier ou bien le chef village qui devrait quand même prendre l'argent pour remplacer la pièce,
Après quelques mois, on apprend qu'on n'a pas pu retrouver la pièce et que la machine reste là pendant des années. Finalement, on abandonne. Vous retrouvez ces milieux où on a le point d'eau qui est là, mais la gestion pose problème. C'est que l'eau coule 24 heures sur 24. Vous savez, l'eau que nous perdons, c'est d'autres personnes en un point donné a besoin de l'eau là pour survivre. Mais nous, ceux qui bénéficient déjà des forages, ils abandonnent complètement la gestion. Comment faire pour canaliser l'eau, comment faire pour drainer l'eau à un autre point où on peut l'utiliser pour faire des cultures, pour faire maraîchage. On n'a pas cette stratégie. Je crois que pour l'utilisation convenable de l'eau que les populations auront à leur portée, il faudrait qu'on élabore également au niveau des collectivités locales des stratégies de gestion, des stratégies d'utilisation pour que l'eau ne soit pas abandonnée ou bien gaspillée, s'il faut le dire ainsi. Le gouvernement a déjà joué sa partition en créant des points d'eau, en essayant de créer des forages un peu partout dans certains milieux. Il revient aux collectivités locales de prendre en charge avec les structures qui seront choisies, parce que dans le dernier compte rendu du Conseil des ministres, on a pu constater que ce serait une commission ad hoc qui sera choisi des opérateurs compétents pour assurer l'approvisionnement en eau potable aux populations. Et je crois que cela doit être fait avec une partition, sinon un accompagnement des acteurs à la base. Tout à fait. D'ailleurs, c'est un business, je ne pense pas, et comme Elie le disait, ce seront ces opérateurs-là qui vont donc mettre les sous déjà pour, on va dire, pour gérer déjà la production, ensuite le transport et la distribution. On ne peut pas mettre de l'argent, bien évidemment, et le laisser, on va dire, et ne pas suivre, en réalité, ne pas chercher à avoir de la rentabilité. Oui, il faut vraiment suivre l'exécution des projets conçus par le gouvernement. Et de ça dépend les autres financements que nous aurons des partenaires techniques et financiers. Si nous-mêmes nous engageons déjà des opérateurs économiques, que ce soit au niveau national ou international, et qu'il y a réellement de suivi et que cela marche, les autres... Parce qu'il y a des évaluations qui se font de façon périodique. Tout à fait. Et des évaluations qui se font de façon périodique. Lorsque c'est au niveau national, on a des chefs projets, on a des chefs des commissions qui sont établies, ou dans des ministères, on délègue des gens à des niveaux donnés pour surveiller ce qui se passe. L'implication des agences dans la gestion permettra une évolution rapide, parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand il s'agit d'une agence, elle jouit d'une autonomie de gestion. Elle peut prendre une décision en 24 heures pour agir et impacter les populations, alors que lorsqu'il s'agit de l'administration publique, il y a des procédures qu'il faut obligatoirement respecter, ce qui parfois ralentit l'évolution de la mise en œuvre des projets. Et je crois qu'avec les agences qui seront déployées, sinon mise en œuvre, sur pied pour suivre de fond en comble la gestion de ces projets, parce que c'est des projets, il y aura des mini-projets, il y aura de gros projets en ce qui concerne. Ça dépend au fait de la taille de la population, parce qu'il faut tenir compte de la taille de la population pour savoir quel genre de forage il faut ériger pour que cela ne dépasse pas la taille de la population, pour que l'eau soit gaspillée de façon régulière. Elie, une chose est d'avoir le projet, l'autre c'est de suivre pour qu'il y ait une concrétisation. Exactement, vous savez, il y a déjà des efforts qui sont faits. Et comme je le dis, il y a une forme de cohérence. Et déjà, tout est parti de la base. D'abord, les communes, on est revenu depuis la question du découpage territorial, avec la question des différentes villes à statut particulier et qu'on a pu déjà identifier. Les communes se sont déjà réunies au sein d'un creuset, en l'occurrence la NCB. Et déjà, vous savez, chaque commune a déjà pu élaborer son plan stratégique et ses difficultés, les difficultés auxquelles elle est confondue. Et déjà, tout ça est déjà reversé au niveau de la NCB.
Ça voudrait dire que aucune action du gouvernement ne va désormais à la base sans passer déjà par ces structures stratégiques-là déjà mises en place. Et vous savez, aujourd'hui, une chose est la mise en place, une chose est du suivi, comme on l'a dit. Et déjà, je crois que c'est tout le monde est déjà quand même convié à pouvoir accompagner la mise en exécution de ce projet-là. Figurez-vous, un instant qu'on dise aujourd'hui que le gouvernement voudrait peut-être installer une multitude peut-être de forages dans les communes, sans que déjà les acteurs à la base eux-mêmes ne soient pas installés. Je crois qu'aujourd'hui que les véritables problèmes auxquels on pourrait peut-être pallier désormais, c'est l'accompagnement. L'agence qui sera mise en place est une agence de cogestion. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas dissociée de la gestion de la SONEB. Déjà, la prérogative de cette agence est d'assurer une certaine suivi pour une meilleure application donc des financements qui sont donc appliqués et déjà en réalité jouir d'une certaine liberté décisionnelle. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, que pendant longtemps, on a vu à peu près les formes bon, je reviens généralement sur les gabégies, parce que dans ces dernières années, on a revu un peu l'ancien directeur général de la SONEB. On a compris à peu près comment les fonds se... Aujourd'hui, tout est clair et les populations eux-mêmes peuvent dire s'en réjouir. Au-delà des gabégies, Elie, vous insistez effectivement sur le suivi parce qu'avant, effectivement, quand des projets viennent, les financements viennent d'ailleurs, comme c'est le cas pour PPA2, les gens descendent des structures concentrées à Cotonou, vont par exemple, on va dire à l'intérieur du pays, mettre en place des points d'eau, repartent. Après, finalement, quand les pièces sont gâtées, les populations, les villageois, si vous voulez, sont laissés à eux-mêmes. Ça pose un problème, effectivement, de la continuité, on va dire, de l'exécution des idéaux au niveau de la République. Exactement. Vous savez déjà, aujourd'hui, ce n'est plus le cas comme auparavant. Aujourd'hui, une fois déjà un forage installé, c'est que déjà, la commune elle-même choisit déjà qui en sera donc le gestionnaire. Qui se chargera en réalité du suivi. Parce que déjà, quand on parle déjà des forages à motricité humaine, c'est une question, c'est une activité mécanique qui se fait de façon quotidienne. Et ça, c'est normal. Il y a la question, comment on appelle, de l'épanouissement donc de la population elle-même. Et déjà, au fur et à mesure qu'on parle, il y a une forme d'amenuisement donc de ces équipements techniques-là. Donc, alors pour les rechanges, etc., il faudrait que des rapports soient faits. Même si c'est peut-être à 10 francs ou peut-être c'est donné de façon gratuite. Et de façon gratuite, déjà à la population, pour usage, il faudrait véritablement que des points de gestion soient faits au niveau donc de l'arrondissement au niveau de la commune. Cette commune a aussi remonté au niveau donc de la NCB, de son instance, déjà à la préfecture, et ainsi de suite, déjà dans ça, selon donc la structuration donc de notre société. Voilà. Les possibilités existent, mais là, nous allons parler quand même de cette ambition-là. Il reste juste quoi, on va dire 2 ans, un peu moins de 2 ans peut-être même pour pouvoir donner de l'eau potable à tout le monde. Firmin, est-ce que c'est possible? 2 ans pour donner de l'eau potable à tous les Béninois? Oui, 2 ans, c'est possible parce qu'il suffit de bien s'organiser. Je crois bien qu'il y aura fondamentalement 2 types de contrats. Il y aura l'affermage, mais il y aura aussi le contrat de concession. Dans le cadre du contrat d'affermage, c'est l'autorité politique, et ici la commune, qui loue des actifs aux fermiers avec redevance, qui assure, le fermier assure les risques opérationnels. Donc je crois que c'est une tâche un peu plus légère. Et ça permet à chaque acteur de suivre ce qui se fait. Mais à côté, il y aura des agents professionnels qui vont suivre de près ce qui se fait avec le fermier qui sera retenu pour la mise en œuvre du projet. D'ici 2021, je crois que les objectifs seront atteints parce que le gouvernement, à chaque moment, on constate que de façon périodique, on revient sur ce qu'il faut faire pour que le projet se déroule sans faille. Et aujourd'hui, si on est à la phase de sélection des opérateurs économiques, alors que déjà en 2017, il a été établi le document avec l'accord des acteurs eux-mêmes, une forte implication des acteurs. Et je crois que tout serait mis en place d'ici 2021 pour que
à la fin du mandat, on puisse avoir de quoi s'en tenir pour faire un bon bilan. Alors, Elie, 2 ans, moins de 2 ans pour donner de l'eau potable à tous les Béninois, qu'ils soient de la zone rurale à la zone urbaine, périurbaine. Oui, pour ma part, je crois que au-delà de l'optimisme, il faut quand même être réaliste. Et déjà, ce réalisme nous demande certaines exigences, certaines rigueurs d'appréciation. Vous savez, déjà en 3 ans, si déjà nous comparons à certaines gestions de 10 années, parce qu'on dit qu'il faut comparer 2 choses. Il faut partir sur les faits. Et je crois qu'en fait, pour ma part, en 3 ans, un grand effort est fait. Si déjà un grand effort de pareille envergure a été déjà pu obtenir comme un acquis de par l'effort donc du gouvernement en faveur de la population à la base pour leur donner de l'eau potable, je crois que je ne peux pas tout de même me refuser de dire qu'en 2 années encore, que la population, même si peut-être d'une manière absolue, toute la population et de toutes les communes en général n'ont pas pu bénéficier d'une manière satisfaisante. Je crois que c'est quand même possible. Un grand effort davantage peut donc être consenti. Mieux, vous savez, aujourd'hui, le gouvernement actuel l'a même gardé comme priorité parce que le gouvernement même ne peut pas s'en dissocier. C'est déjà pour lui un impératif. D'autant plus qu'on parle aujourd'hui de la question de la mécanisation agricole. On parle aujourd'hui de la question de l'autosuffisance alimentaire. Et déjà la zone... C'est vrai que c'est lié à la maîtrise de l'eau. Forcément. Et déjà les grandes zones productrices donc de cette richesse-là, locale ou agricole, sont déjà en réalité ces populations-là qui sont face à ces difficultés d'eau. Donc je crois qu'en réalité on ne peut pas enlever, on ne peut pas dissocier une ambition d'une autre. Les deux sont collégiales, les deux vont de pair. Et je crois qu'en réalité que dans cette vision prospective qu'envisage donc le gouvernement pour essayer donc de pallier à cette situation, de résoudre cette difficulté-là ou ce problème-là, il est indispensable que l'eau soit véritablement accessible pour la population. Déjà, même si c'est de petites formes d'agriculture qui sont donc développées à la base, c'est déjà quand même utile parce que déjà les populations pourront donc vaquer à des occupations. Ça crée de l'emploi. Les braves valides qui aujourd'hui viennent rester à Cotonou, à la quête peut-être d'un emploi alors que les terres sont fertiles et déjà les terres sont favorables pour la culture. Et il faudrait, je crois, qu'ils pourront repartir aisément au village pour travailler. Et déjà, lorsqu'on parle également des zones périurbaines, il y a le phénomène de la conurbation. Le phénomène de la conurbation aujourd'hui qui évolue, qui rapproche déjà en réalité les communes entre elles. Le phénomène de la conurbation, tout le monde n'est pas aussi, on va dire. Oui, aujourd'hui, quand on prend aujourd'hui Porto Novo, Cotonou, Porto Novo ou du moins Porto Novo, Siamékodi et Siamékodi, Cotonou. Quand vous prenez déjà cet aliment, progressivement, on se dit même... Il n'y a plus de limites. Il n'y a plus de limites. Et donc, progressivement, déjà, l'évolution, c'est-à-dire des activités économiques, l'action de l'homme progressivement sur la nature et sur son environnement rapproche déjà en réalité ces différentes agglomérations. Donc, déjà, selon l'ISAE, on dit qu'en réalité, elle est considérée comme ville, une agglomération qui a une taille d'au moins 10 000 habitants. Donc, peu à peu, on voit aujourd'hui qu'il y a une forme de la démographie qui s'accroît d'une manière progressive ou du moins d'une manière exponentielle. Alors, à ce niveau-là, il faut comprendre déjà qu'il y a au fur et à mesure que la population s'accroît, des besoins se font sentir et il urge d'agir en réalité sur la pilote pour essayer en réalité de pallier à la situation. Et c'est ça le nœud du sujet. Je crois qu'au fait que si aujourd'hui certains villageois ou certains habitants des milieux ruraux se déplacent progressivement vers les villes, c'est peut-être parce qu'il y a de ces manques d'infrastructures nécessaires, utiles. Parce que l'eau, c'est la vie. C'est une denrée très indispensable. Nul ne peut s'en soustraire. Et je crois qu'au fait qu'en 2 années, déjà, ce que j'apprécie, c'est la méthode, la démarche scientifique adoptée déjà par le gouvernement pour atteindre à ses fins. Lorsqu'il ambitionne atteindre tel niveau, il se donne les moyens pour y parvenir. Donc je me dis, je ne serais pas trop prétentieux de dire qu'en fait que ce serait absolu comme un acquis, mais je crois quand même pour ma part, selon le réalisme... Il n'y a pas de paix à se faire. Il n'y a pas de paix à se faire. Je me dis que c'est bien possible. Et quand même, si on n'y parvenait pas entièrement, quand même, la population peut se frotter les mains. Alors, Firmin, Elie disait tout à l'heure qu'il est important d'arriver à l'autosuffisance alimentaire. Et puis y arriver, on ne peut qu'y arriver grâce à l'eau. Qu'en maîtrisant l'eau. Non, dans la chaîne de transformation, l'eau est à tous les niveaux.
en amont et en aval, il faut utiliser nécessairement de l'eau. Donc, cette utilisation nous oblige à tout faire pour avoir l'accès à l'eau. Et je crois que les communes ont leur plan de développement, les communes ont leur plan d'aménagement du territoire et tout se fait en harmonie avec ce qui est élaboré comme document au niveau de chaque ministère. Parce que chaque ministère, pour engager des actions au niveau des communes, les ministères sectoriels se réunissent pour définir ce qu'il faut faire pour la mise en œuvre du projet établi. Et je crois, d'ici 2021, comme le disait mon confrère, on aurait le sourire aux lèvres et tout le monde serait content que l'eau soit disponible dans tous les milieux, et que ce soit urbain ou ruraux du pays. Les efforts du gouvernement sont à saluer, mais il reste à ce que c'est-à-dire l'évaluation périodique soit faite pour que la pression soit derrière sur les acteurs. Au Bénin, quand on ne suit pas de près un projet, c'est après qu'on constate que ce qui était prévu n'était pas fait, qu'il y avait des gaspillages dessous, il y avait des détournements dessous. Le privé est dedans. Avec le privé, il y a plus de sérénité. Avec le privé, il y a plus d'assurance. Et le partenariat public-privé devrait miser aussi sur l'implication des acteurs locaux pour la maîtrise d'ouvrage. C'est vrai aussi qu'avant Fimé, on savait et on avait l'impression que l'argent qui est venu, voilà, est venu d'ailleurs. Ça peut être mis de côté. Mais cette fois-ci, il n'y a pas vraiment cette notion de l'argent venu de chez les Néerlandais. La mobilisation des fonds, elle est faite ici par une partie des acteurs impliqués. Je pense que pour la gestion, on peut être vraiment rassuré. Oui, pour la gestion, on peut être vraiment rassuré, mais on ne doit pas perdre de vue qu'il faut être derrière. Que l'homme reste toujours l'homme. L'homme reste toujours l'homme. Les gens ont les stratégies qu'il faut pour détourner. Les gens ont les stratégies qu'il faut pour réduire l'ambition du gouvernement. C'est-à-dire, au lieu de faire quelque chose de 20 millions, on fait tout pour réaliser quelque chose de 10 millions, histoire d'avoir ce que l'on compte soutirer de l'argent qui est prévu, qui est destiné aux populations. Donc, je crois qu'il devrait avoir des structures de contrôle. Ça ne manquera pas. Non, le document de stratégie a tout prévu. Pour ce qui concerne l'évaluation, les contrôles périodiques, tout est prévu dans le gouvernement. C'est la mise en œuvre. Au Bénin, nous avons les meilleurs tests. Ce qui pose problème, c'est l'application réelle de ces tests. Parce que quand il n'y a pas de suivi, le Béninois se croit que tout est permis, on détourne les sous et c'est à la fin du projet qu'on constate que ce qui était prévu n'était pas réalisé. Voilà. Oui, je disais tantôt, quand on parle de la question de la mécanisation agricole, il faut d'abord reconnaître une chose. Une étude a été démontrée déjà, je crois c'était le président de la NCB qui était déjà à Lyon et puis il présentait déjà les grands projets du Bénin en matière de développement local. Déjà, lorsque vous appréciez la structuration en réalité de nos communes est si bien organisée qu'au point où, déjà quand on prend déjà les PDL, c'est-à-dire les plans de développement locaux et puis les plans de développement communaux, déjà lorsqu'on apprécie ces deux aspects, on sait qu'en réalité, le vrai problème à la base, c'est l'eau. L'eau. Et déjà, tout est axé sur l'eau. Et déjà, à tous les niveaux, vous ne verrez aucun, mais déjà dans ses périples, dans ses recherches ou dans son parcours, en allant à une certaine recherche de négociation, sans mettre l'eau au cœur de son... La dernière fois, par exemple, il y a des partenaires techniques et hollandais qui étaient au Bénin, ils étaient dans la commune de Djidja. On a vu à peu près déjà la stratégie développée par le maire de Djidja. Son leadership a permis aujourd'hui, ils ont pu gagner près donc de 50 nouveaux forages qui ont été déjà installés. Et aujourd'hui, on comprend déjà l'effort qui est fait en cette faveur-là. Du coup, je pense qu'en réalité, aujourd'hui, ce n'est plus les tests qui manquent. Ce n'est plus les ambitions. Les problèmes sont réels, sont connus et sont déjà perceptibles. Et nul n'y aura donc de cette situation. Je crois qu'au fait que c'est pour ça que je me dis, quand je reviens toujours, je souris. Quand je me dis qu'en fait que c'est le gouvernement de la rupture qui est déjà dans cette vision de pouvoir appliquer, c'est-à-dire d'assurer une mise en œuvre de ces mécanismes. Parce que, vous savez, tout est si organisé, du point de vue fait, dans l'applicabilité au point où on ne peut plus en avoir peur. Moi, je me dis qu'en fait, celui qui avait l'habitude de voler un financement injecté dans le secteur de l'eau,
celui-là doit mourir peut-être 10 000 fois si cela était possible. Parce que je me dis que une petite quantité de financement, ou du moins un petit détournement d'eau volée, c'est une multitude de personnes tuées. Parce que déjà, en réalité, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut faire une journée sans manger. On peut faire une journée sans manger, on ne peut jamais faire une journée sans boire. Ce serait absurde. Du coup, je me dis qu'aujourd'hui, la réalité est toute simple. En matière de mécanisation agricole, le vrai développement peut donc être accentué si un grand effort est fait. Et on peut déjà espérer, je ne voudrais pas qu'on apporte une analyse ou peut-être un jugement sur les faits de ce qu'on n'a pas encore pu obtenir, mais saluer d'abord l'effort qui est déjà recherché dans la mise en application pour essayer de pallier à cette situation. Et déjà, une fois cette résolution faite, revenir en réalité apprécier et comparer déjà les faits dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, je me dis qu'en fait, que lorsque vous comprenez un peu l'ambition du gouvernement lorsqu'il dit qu'il a voulu associer des partenaires à travers un système d'affermage, ça voudrait dire que c'est une nouvelle stratégie. Beaucoup étaient surpris lorsqu'on parle de l'affermage. On est rentré dans le secteur sanitaire, on a parlé de aller un peu dans la zone de Kobli et voyez un peu du marasme, du kwashiorkor, des enfants qui ont des ventres très ballonnés. On se pose la question de savoir si c'est une mauvaise alimentation. Mais c'est faux. C'est vrai qu'il y a la pauvreté qui sévit à la base, mais il y a aussi la qualité d'eau qui est prise par la population. Donc, je me dis qu'au fait que ces santé, ça pose un problème de santé publique. Et déjà, cet effort qui est en train d'être fait, pour moi, et restera toujours salutaire, en espérant que cela soit fait pour l'intérêt de tous, et y revenir plus tard, dire qu'en fait, bon, voici nos acquis, voici les efforts, voici les faits. Aucune œuvre humaine n'est pas faite, certes, mais je crois qu'avec une meilleure gestion d'eau, assurément, la question de la pauvreté sera conjuguée au passé et la question véritablement de l'autosuffisance alimentaire pourra donc être enclenchée et définitivement le vrai développement tant souhaité, concomitamment aux ambitions des ODD de 2030, pourra donc être une réalité. Parce qu'on ne peut plus être qualifié si nous ne respectons pas les normes. C'est une question de qualification. Nous appartenons à des instances où désormais ne pas atteindre ce niveau de performance nous disqualifie et déjà même les aides de la Banque mondiale aussi ne pourra pas venir. On n'aide que ceux qui savent mieux utiliser les aides. On ne sera qu'éligible qu'à condition où nous arrivons déjà à pouvoir prouver de notre capacité à pouvoir changer les données et surtout dans la bonne gestion en faveur des vrais bénéficiaires. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle donc de la question de la pauvreté, on parle de la pauvreté, tout le monde change la pauvreté, ça ne changera pas déjà, ça dit, inestésio, ou du moins isnilo, c'est déjà d'une manière progressive et déjà cela dépendra de notre propre volonté, d'abord de nos gouvernants à la base à pouvoir le dire. Et je crois que c'est la meilleure gestion pour l'heure. En attendant que d'autres gouvernements viennent me prouver le contraire, que véritablement cela n'a pas marché, je crois que c'est la meilleure pour ma part. C'est vrai qu'effectivement, quand un gouvernement vient dire ma priorité, l'une de mes priorités phares, c'est l'eau, on se dit, on ne voit pas le rapport. Mais là, effectivement, quand on lit les choses avec l'envol de l'agriculture, mais surtout de la santé, ça c'est quelque chose qui ne nous vient pas instinctivement. De l'eau en qualité partout, c'est des maladies en moins quand même. Oui, c'est réellement des maladies en moins. Et quand on parle d'accès à l'eau, les gens ont tendance à oublier la précision. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de l'eau potable. Le Bénin est un pays bien arrosé. Nous avons des cours d'eau, nous avons tout. Mais il s'agit de l'eau potable ici. Donc, d'où l'intervention du gouvernement. On ne peut pas consommer, on ne peut pas boire n'importe quelle eau. Et pour la bonne santé. Donc, il s'agit de mener il faut l'eau suit des transformations pour être potable. Donc, l'homme doit agir. Et c'est à ce niveau que le gouvernement a décidé de prendre l'accès à l'eau potable comme une priorité. Aujourd'hui, quand on parle d'autosuffisance alimentaire, que ce soit ce que nous obtenons comme aliments transformés, que ce soit de l'eau à l'étape de boisson, il faut toujours des actions de l'homme. Et on ne peut pas faire aujourd'hui de l'autosuffisance alimentaire sans une utilisation rationnelle de l'eau. Et le gouvernement a bien compris qu'il faut, en amont, faire tout possible pour avoir des infrastructures d'approvisionnement en eau avant d'enclencher d'autres actions qui pourraient réduire ou sinon contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Après l'étape de l'eau,
d'autres gouvernements auront la chance, si ce régime arrive à avoir 2 mandats, il fera ce qu'il peut jusqu'en 2026. Mais si il y a alternance, ceux qui seront là, parce que les documents sont déjà établis, ils feront tout quand même pour être dans la même logique afin de quitter. Et lorsque une fois on serait à la fin de l'approvisionnement en eau potable, ces gouvernements qui vont venir et feront l'effort de commencer leur expérience avec d'autres secteurs. La transformation, parce qu'il nous faut des industries, il nous faut d'autres filières en ce qui concerne l'agriculture, et il nous faut des petites et moyennes entreprises de transformation. Donc, le gouvernement a bien fait de commencer par le commencement, comme le dirait l'autre. Oui, de commencer par l'approvisionnement en eau potable de façon harmonieuse avec l'approvisionnement en énergie électrique. Lorsque vous avez l'énergie électrique à votre disposition, lorsque vous avez l'eau à votre disposition, le reste devient facile. Voilà, donc au-delà effectivement de la question de dignité humaine, comparé à ce qu'on avait, Élie, parce que il faut le rappeler, on a vu des petites vidéos tournées dans certains coins, pas aussi reculées quand même, hein, des photos effectivement des enfants qui ne cherchaient que quelques gouttes d'eau, mais difficilement, si ces enfants-là arrivent à les ramasser, on a vu tout ça. Ça pose effectivement une question de dignité humaine, mais au-delà, effectivement, il s'agit, comme le dit Fimin, de poser les bases d'un développement durable, cette fois-ci. Effectivement, si vous vous rappelez, par un passé récent, je crois que ça doit être en fin 2017, précisément en octobre, il y avait une grande campagne nationale qui a été organisée. Je crois que c'était au cours de la journée mondiale de l'eau. Et puis, on a vu des petits magazines réalisés, déjà diffusés. On a même vu déjà sur les réseaux sociaux comment vraiment des enfants qui lourdement, c'est-à-dire très tôt, ils étaient obligés d'être soumis à des corvées pour aller à la quête de l'eau. Comme si ils ont demandé à venir. C'est-à-dire ils ont été martyrisés physiquement de par les images. C'est pour dire qu'en réalité, que, humainement parlant, ce serait très inconcevable, encore moins très méchant pour tout le monde d'être insensible par rapport aux difficultés des gens. Ce n'est pas parce que nous on a la chance d'être aujourd'hui en ville. Hein. Comme je le dis toujours, il faut pouvoir sortir de Cotonou pour comprendre. Il faut faire une vue spatiale, déjà en réalité, de la configuration de notre pays, avoir une idée, c'est-à-dire une idée globale un peu de la question des difficultés et de la difficulté auxquelles est soumise la population pour davantage apprécier. Vous savez, je me dis aujourd'hui, ces enfants-là, c'est vrai qu'ils sont déjà les enfants, ils sont naïfs, on estime que c'est des âmes innocentes, c'est à eux, on pense, et certes, mais ils ne sont pas en réalité les vrais. Le véritable problème est déjà connu aujourd'hui. Tout le monde a conscience de ce que l'eau est indispensable pour tous. Que faut-il faire pour pallier à cette situation? Et je crois que c'est ces efforts-là qu'on est en train de consentir. Ce qu'il faut d'abord aujourd'hui comprendre et savoir, c'est de reconnaître que à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux, tous les acteurs qui ont été sollicités n'ont pas pu comprendre très tôt qu'au fait que là où il y a déjà de financement pour l'eau, il faut véritablement l'engloutir entièrement et bien, et surtout à temps. C'est le problème auquel on a été assujetti. Sinon, par le passé, les grands problèmes étaient là. On savait déjà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas pour dire que les gens sont ignorants. Mais aujourd'hui, le véritable problème qui se pose, c'est de chercher à savoir à quelles conditions et quand et comment identifier déjà ces zones. On a déjà pu le reconnaître. Si déjà les connaissances sont faites et déjà les personnes qui doivent pouvoir en bénéficier sont connues, alors il faut déjà saluer et encourager en réalité la volonté du gouvernement qui est en train donc de vouloir mettre en place un mécanisme d'assurance et d'application donc de ces projets-là pour pouvoir permettre aux gens de sortir de la léthargie de ces difficultés. Parce que je me dis, on ne peut rien faire sans cela. Et c'est ça le véritable problème. Je le dis toujours, je crois qu'on ne peut pas se mettre dans une posture d'interprétation, de jugement. Il faut juste saluer et encourager et espérer surtout en faisant d'autres nouvelles propositions, lesquelles étant bientôt la saison des pluies démarre. Il y aura quand même des surplus d'eau qui tombent. Il y a déjà ces réserves d'eau-là. Le système de transformation, le système de conservation, le système de déploiement. Il faut les capter. Il faut les capter pour en faire usage. Je crois que tous les secteurs sont
sont liés par rapport à la question d'eau. Et je crois qu'aujourd'hui, on ira pas à pas dans notre appréciation et savoir qu'au fait que pour l'heure, l'effort est fait. L'eau potable pour tous, c'est d'abord ça le gouvernement, c'est d'abord ça l'ambition du gouvernement. Et on va essayer donc de pouvoir accompagner. Il faudrait que tous les acteurs, quelle que soit leur posture, qu'on soit journaliste, qu'on soit communicateur, qu'on soit activiste, une mobilisation générale, une mobilisation générale a fait donc de pouvoir, et surtout une veille citoyenne. Une veille citoyenne parce que ne dormons pas. On peut bel et bien engloutir des milliards, on peut bel et bien le confier à des agences et on peut parler de ci et ça, mais que déjà les activités soient précaires et que du moins les outils nécessaires ne soient pas de qualité. C'est encore un autre problème. Il faudrait que le problème soit résolu d'une manière définitive ou du moins progressivement jusqu'à parvenir à un stade terminal favorable pour tous. Voilà un peu ce que je pense. Oui, Fimé, effectivement, a été dans la même longueur d'onde. La veille, ne pas fermer les yeux parce que les projets ont beau être beaux, les projets, la détermination a beau être là, l'homme, comme vous le disiez. Oui, il faut la veille citoyenne parce que, vous savez, dans certains milieux où beaucoup n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, où les autorités locales sont d'un certain milieu, les infrastructures sont à mettre à un niveau donné pour permettre aux bénéficiaires, c'est-à-dire ceux qui, une taille du moins plus considérable de la population d'associer, sinon je dirais, il faut mettre les infrastructures au niveau où il y a une taille considérable de la population. Mais parce que celui qui est maire, par exemple, ou chef d'arrondissement, est d'une autre localité donnée, il estime qu'il faut mettre l'infrastructure là où lui, il est né. Ce qui pose véritablement un problème. Il y a une guerre de leadership et on oublie les vrais bénéficiaires. À 10 km, par exemple, il peut y avoir une population plus considérable, mais parce que le maire ou le chef d'arrondissement est d'un milieu donné, il préfère qu'on installe l'infrastructure chez lui et il pénalise du coup ceux qui sont à une distance plus élevée et ce qui pose véritablement un problème. Et là, je crois que nos autorités avant de choisir les points qui devraient abriter les infrastructures doivent tenir compte de certains nombres de paramètres, de certains nombres de facteurs pour permettre à ceux qui devraient bénéficier réellement de ces infrastructures de jouir de ça et ne pas vouloir jouer à la politique politicienne pour priver les vrais bénéficiaires de la jouissance de ces infrastructures. Voilà. Nous sommes à la fin. Oui, tout à fait. Merci beaucoup pour ces analyses et vos opinions sur la question de l'approvisionnement en milieu rural de l'eau potable à nos populations à la base. Merci, chers collègues. Merci à vous, Firmin Sossou. Vous êtes journaliste et on vous connaît déjà sur nos antennes. Également, Elie Adjiran, ici à E-Télé, vous êtes journaliste. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est la fin de la causerie de ce matin.